Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà senti petite, invisible, perdue au sein d'une famille où vos sacrifices semblent n'être qu'une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été dévalorisée, oubliée dans son propre foyer, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? J'aimerais que vous me laissiez un commentaire pour me dire votre âge et l'endroit où vous vous trouvez en ce moment même. J'aime imaginer les villes, les cuisines, les fauteuils confortables où des personnes comme vous s'installent pour écouter mon histoire. Cela m'aide à me sentir moins seul dans tout cela. Quand il m'a dit que j'étais trop vieille pour l'aventure, je l'ai cru. Je l'ai cru jusqu'au jour où il a fait ses valises pour l'Italie avec sa secrétaire. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de le croire et que j'ai commencé à agir. Je m'appelle Marie. On m'a appelé de bien des façons dans ma vie. Mère, amie, voisine, bénévole à la paroisse. Mais pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, j'étais simplement sa femme. C'était le rôle que je portais avec le plus de fierté jusqu'à ce qu'il devienne un poids qui m'entraîne vers le fond. Quand je l'ai épousé, je pensais avoir décroché le gros lot. Il était charmant, ambitieux, le genre d'homme qui entrait dans une pièce et faisait tourner les têtes. J'étais plus discrète, plus posée, toujours celle qui se souvenait des anniversaires et s'assurait que les factures étaient payées. Cela semblait être un équilibre parfait, son feu et mon calme. Pendant des années, nous avons construit une vie qui paraissait idéale de l'extérieur. Mais le temps révèle des choses que l'espoir de la jeunesse dissimule. Il aimait l'admiration plus que l'intimité. Alors que je trouvais de la joie dans les petits rituels, comme planter des tulipes au printemps ou organiser des dîners pour voir nos petits-enfants, il s'épanouissait en étant remarqué, loué, admiré par les autres. Quand nous étions jeunes, cela n'avait pas autant d'importance. Mais en vieillissant, j'ai commencé à le sentir s'éloigner, comme si mon visage vieillissant ne nourrissait plus son ego. La première vraie blessure est venue d'un commentaire désinvolte lors d'un dîner de famille. Je parlais d'un voyage dont j'avais toujours rêvé. L'Italie, les canaux de Venise, les vignobles de la Toscane, l'art à Florence. Je pouvais presque sentir le goût de l'huile d'olive et du vin, et je le voulais à mes côtés. Il s'est adossé à sa chaise, a souri d'un air suffisant et a dit assez fort pour que toute la table l'entende. L'Italie, ce n'est pas pour les vieux. Et puis, tu ne ferais que me ralentir. Les rires autour de la table étaient polis, mais mon cœur s'est un peu fissuré. J'ai fait comme si de rien n'était, avec un sourire. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré en silence dans la salle de bain pour que personne ne me voie. Je me suis dit qu'il ne faisait que plaisanter. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple blague. C'était la façon dont il me voyait désormais. Plus lente, moins excitante. Une personne dont le monde devait se réduire à la taille de notre salon. Après cela, les commentaires de ce genre sont devenus plus fréquents. Tu n'as pas besoin d'acheter cette robe. Qui essaies-tu d'impressionner? Ou pourquoi ne laisses-tu pas les plus jeunes s'en occuper? Les voyages, c'est pour les gens qui ont de l'énergie, pas des genoux fragiles. Je ne discutais pas. J'avais pris l'habitude d'arrondir les angles, de préserver la paix plutôt que de faire du bruit. Pourtant, il y avait des moments où son comportement éveillait mes soupçons. Il avait une secrétaire, une femme qui avait peu, être la moitié de mon âge, et qui semblait graviter autour de lui avec une énergie constante. Je remarquais comment il s'illuminait en sa présence, d'une manière qu'il ne le faisait plus avec moi. La façon dont son téléphone semblait collé à sa main, les textos qu'il balayait d'un revers de main en prétendant que c'était pour le travail. Mais je voulais croire au meilleur. Après tout, n'avions-nous pas traversé tant de choses ensemble? Les enfants, l'hypothèque, les maladies, les crises familiales, cela devait bien signifier quelque chose. Mais le fossé entre nous se creusait. Il restait plus tard au bureau ou rentrait à la maison agité, critique, impatient. J'ai commencé à me sentir invisible. J'étais là, à préparer les repas, à entretenir la maison, à tenir les fils de notre vie commune. Et pourtant, c'était comme si je m'étais fondu dans le papier peint. Malgré tout cela, une partie de moi continuait de rêver de ce voyage. Je m'asseyais avec des magazines de voyage, caressant du doigt les photos de ruines antiques et de côtes bleues, me murmurant à moi-même. Un jour, je pensais que si seulement nous pouvions y aller, nous pourrions peut-être nous retrouver. Ce rêve allait bientôt devenir le tournant de ma vie. Non pas parce qu'il a accepté de m'accompagner, mais à cause de la cruauté avec laquelle il a refusé. Ce refus, je l'ai compris plus tard, a été l'étincelle qui a tout embrasé. Le jour où j'ai appris la vérité sur l'Italie,
Le monde a semblé basculer. Ce n'était pas spectaculaire au début, juste quelques mots entendus, presque lâchés par inadvertance, mais cela a suffi à défaire des années de déni. C'était un mardi, le genre de jour où rien de remarquable n'est censé se produire. Je rangeais la cuisine, pliais le linge, accomplissant les 1000 petites tâches qui font tourner un foyer. Il est entré avec ce pas vif qu'il utilisait quand il voulait paraître occupé et important. Il m'a à peine regardé, marmonnant des histoires d'horaires et de délais. Puis il l'a dit, « Je serai en déplacement pendant 2 semaines. Des réunions en Italie. Ne m'attends pas. » L'Italie. Le mot m'a frappé comme un coup. Mon Italie, le seul rêve auquel je m'étais accroché. L'endroit que je l'avais supplié de visiter avec moi. Il l'a dit comme si de rien n'était, comme si c'était aussi banal qu'une course à l'épicerie. J'ai essayé de garder une voix stable. L'Italie? Depuis quand vas-tu en Italie? Il a fait un geste dédaigneux de la main. Le travail? Tu n'aimerais pas ça. Trop de marche, trop de bruit. Tu serais fatigué. Je suis resté là, un torchon à la main, à le regarder fixement. Ses mots ne piquaient plus comme une taquinerie. Ils coupaient comme un couteau. Il n'a même pas tenté d'être gentil. Il ne s'agissait pas de me protéger ou de m'épargner. Il s'agissait de me retirer du tableau. Pour la première fois, je n'ai pas ravalé mes sentiments. Tu m'as toujours dit que voyager n'était pas raisonnable. Tu disais qu'on ne pouvait pas se le permettre, que c'était futile. Et maintenant, soudainement, c'est pour le travail. Il m'a lancé ce regard, celui qui signifiait que la conversation était déjà terminée. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. J'ai des responsabilités. Ce mot a résonné dans mon esprit pendant des heures. Plus tard dans la soirée, alors qu'il était sorti pour prendre un appel, j'ai surpris le ton doux, trop amical, dans sa voix. Ce n'était pas le ton sec qu'il utilisait habituellement avec ses collègues, mais une voix suave, légère, enjouée. Il a prononcé son nom, celui de sa secrétaire. Je me suis effondré sur une chaise, un froid glacial m'envahissant. C'était là, mise à nu. Il ne partait pas simplement en voyage d'affaires. Il partait avec elle. Non seulement il m'avait refusé le rêve que j'avais caressé pendant des décennies, mais il me l'avait volé pour le vivre avec quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Étrangement, les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, un calme s'est installé en moi, comme un étang lorsque le vent s'arrête soudainement. La colère était là, oui, mais sous elle se trouvait quelque chose d'encore plus fort. La lucidité. Dans les jours qui ont suivi, je l'ai observé avec un nouveau regard. Le soin qu'il mettait à se préparer avant le travail, son soudain abonnement à la salle de sport, la façon dont il faisait défiler son téléphone tard le soir, avec un léger sourire. J'ai réalisé que je vivais avec un étranger depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Pourtant, une partie de moi voulait crier, accuser, exiger des explications. Mais à quoi bon? Il avait déjà fait son choix. Je pouvais le voir dans son attitude, l'entendre dans sa voix. Son esprit était déjà en Italie, dans les rues pavées, avec elle à ses côtés. Un soir, ma voisine, une vieille amie qui en avait vu plus que je ne le pensais, m'a interpellé sur le perron. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle doucement. « Est-ce que tout va bien ?» Pour une fois, je n'ai pas affiché mon sourire habituel. J'ai simplement secoué la tête. Et elle, que son cœur soit béni, a tendu la main et a serré la mienne. « Ne le laisse pas te rabaisser. Tu as plus de force que tu ne le penses. » Ces mots m'ont marqué. Peu. Être parce qu'elle m'avait connu avant le mariage, avant les années passées à me rétrécir pour entrer dans son monde. Peu. Être parce qu'elle l'a dit sans pitié, juste comme un fait. Pur et simple. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je me suis assise dans le silence du salon. J'ai contemplé les magazines de voyage que j'avais gardés, ceux remplis de pages cornées et de rêves reportés. Pendant des années, je l'avais supplié de me voir, de partager mes espoirs. Et le voilà, sur le point de les vivre avec une autre femme. La trahison me brûlait, mais en dessous, quelque chose a commencé à s'agiter. Ce n'était pas seulement de la rage contre lui. C'était un feu pour moi-même, un murmure qui disait « Tu n'es pas impuissante. Tu n'as pas dit ton dernier mot. » Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Quand il reviendrait d'Italie, il ne retrouverait pas la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Une fois le choc de la trahison passé, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Sous la colère, sous l'humiliation, il y avait un calme étrange,
Pour la première fois depuis des années, je ne lui courais plus après, n'essayais plus de lui plaire, n'attendais plus des miettes d'affection. Non, mon esprit était clair, ma concentration aiguisée. Je me souviens m'être assise à la table de la cuisine avec un stylo et un bloc-notes, presque comme une étudiante à nouveau. J'ai fait une liste, non pas de courses, non pas de corvées, mais de leviers. Tout ce que nous possédions, tout ce que nous avions construit ensemble, et plus important encore, tout ce à quoi il tenait. Ce n'était pas une longue liste, mais elle était puissante. Sa voiture, nos comptes joints, l'acte de propriété de la maison, la pension de retraite à laquelle nous avions tous deux contribué. Pendant des décennies, j'avais considéré ces choses comme nôtres. Maintenant, je les voyais comme m'appartenant de droit. J'avais investi ma vie dans ce mariage, mon énergie, ma santé, ma jeunesse. J'ai élevé les enfants, géré la maison, soutenu sa carrière. J'avais tout investi. Et maintenant, enfin, j'étais prête à faire un retrait. La première cible fut sa voiture. Oh, cette voiture! Ce n'était pas seulement du métal et des roues pour lui. C'était sa fierté, sa preuve qu'il était encore jeune et désirable. Une machine élégante et lustrée qu'il bichonnait plus qu'il ne m'avait jamais bichonné. Il la cirait le week-end, s'en vantait auprès de ses amis, insistait sur le fait que c'était un investissement. J'ai décidé que ce serait la première chose à disparaître. J'ai appelé un concessionnaire de confiance. Il est passé 2 jours plus tard, à inspecter la voiture et a proposé un prix juste. Je n'ai pas négocié. Je lui ai simplement remis les clés, signé les papiers et les regardé s'éloigner. Pendant un instant, j'ai cru que mes genoux allaient flancher. Mais alors que les feux arrière disparaissaient, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La liberté. C'était comme si des chaînes étaient tombées de mes poignets. Ensuite, ce fut le tour des comptes. Je me suis rendu à la banque vêtu d'un simple gilet, mon sac en toile à la main comme pour une course ordinaire. La guichetière, une jeune femme aux yeux bienveillants, a reconnu mon nom sur le compte joint. « Souhaitez-vous faire un retrait » a-t-elle demandé. « Oui » dis-je fermement. « La totalité. » Elle cligna des yeux, surprise. « La totalité ?»« La totalité, répétai-je, la voix stable. » En sortant de cette banque, un chèque de banque bien rangé dans mon sac, je me sentais plus grande. Il avait toujours supposé que je ne toucherais pas à l'argent, que j'étais trop timide, trop dépendante. Mais chaque euro sur ce compte était autant à moi qu'à lui. Et je n'allais pas le laisser là, attendant que lui et sa secrétaire sirotent du champagne avec. La dernière étape fut l'avocate. J'ai pris rendez-vous discrètement, m'éclipsant un matin alors qu'il me croyait à l'épicerie. L'avocate était une femme d'expérience, peut être de quelques années ma cadette, avec un regard perçant et une voix rassurante. Je lui ai tout exposé. Les années de dénigrement, le voyage en Italie, la secrétaire, les comptes, la voiture. Elle n'a pas sourcillé. Elle a hoché la tête et a dit « Vous avez déjà fait le plus difficile. Décidez que c'est terminé. Le reste n'est que de la paperasse. » Entendre cela fut comme un baume. Pendant si longtemps, je m'étais senti piégé, comme si le mariage était un mur infranchissable. Mais maintenant, pièce par pièce, je le démantelais. J'ai déposé les papiers ce jour-là. Divorce. Un mot que j'avais autrefois redouté. Maintenant, il avait le goût de la libération. De retour à la maison, j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai souri poliment quand les voisins me saluaient. Mais à l'intérieur, j'étais une tempête. Chacun de mes gestes était délibéré. Chaque pas préparait le terrain. Pour le moment de son retour. J'ai souvent imaginé la scène, lui franchissant la porte, s'attendant à me trouver là, docile et prêt à pardonner. Au lieu de cela, il trouverait sa voiture disparue, ses comptes vidés, et sa femme non plus à ses côtés, mais debout fière, les papiers du divorce à la main. Cette image m'a porté pendant ces jours. Étrangement, je n'étais pas consumé par l'amertume. Oh, ne vous méprenez pas. J'étais en colère, mais la colère n'était plus un incendie de forêt. C'était une flamme stable, contrôlée, déterminée. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi-même, pas pour lui. Chaque nuit, seul dans mon lit, je me murmurais. Il pense avoir le contrôle. Laissons-le croire. À son retour, il verra. Pendant qu'il se promenait sur les places de Rome et dînait de vin fin avec sa secrétaire, je vivais une Italie bien différente, ici même à la maison. La mienne n'avait ni gondole ni piazza, mais elle avait un goût tout aussi doux, car elle était la mienne. Le premier matin après son départ,
Je me suis préparé une cafetière juste pour moi. Pas de précipitation pour lui faire ses œufs exactement comme il les aimait. Pas de hâte pour repasser ses chemises avant le travail. Je me suis assise près de la fenêtre avec ma tasse fumante et j'ai laissé le silence m'envahir. C'est drôle. Ce qui me semblait autrefois solitaire était maintenant paisible. Je pouvais entendre le chant des oiseaux au lieu des critiques, le bourdonnement du réfrigérateur au lieu de ses soupirs. J'ai commencé à me réapproprier mes journées, par petites touches au début. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre culturel. Pendant des années, je m'étais dit que j'étais trop occupée ou trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Mais quand j'ai pris ce pinceau et étalé la couleur sur la toile, je me suis senti rajeunir de 10 ans. Le professeur, un homme joyeux avec de la peinture sur ses chaussures, a regardé ma première tentative et a dit « Vous avez l'œil pour ça. » Personne ne m'avait fait un tel compliment depuis longtemps. Pas sur mon apparence, pas sur mon utilité, mais sur moi, mon talent. Un autre après-midi, je suis parti en excursion avec quelques amis dans une petite ville côtière à quelques heures de route. Nous avons flâné sur la promenade, mangé des fruits de mer et ri jusqu'à en avoir mal aux joues. Pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas l'horloge, inquiète d'être à la maison avant qu'il ne remarque mon absence. La liberté, ai-je découvert, n'a pas besoin de passeport. J'ai aussi commencé à m'occuper du jardin avec une nouvelle énergie. Ce petit lopin de terre derrière notre maison est devenu ma Toscane à moi. J'ai planté des tomates, du basilic et de la lavande, plongeant mes mains nues dans la terre. Je m'imaginais en Italie, marchant à travers les vignobles, et j'ai réalisé que je pouvais créer de la beauté ici même. Chaque pousse verte qui perçait le sol était comme une victoire personnelle, la preuve que la croissance est toujours possible, quelle que soit la saison de la vie. Pendant ce temps, il a appelé quelquefois de l'étranger. La première fois, son ton était pressé, distrait. « Tout va bien à la maison ?» a-t-il demandé, comme si j'étais juste la gardienne de la maison, pas sa partenaire depuis des décennies. J'ai répondu simplement « Tout va bien », omettant les détails des voitures vendues et des comptes vidés. Il n'a pas remarqué le ton tranchant de ma voix. Il était trop occupé à décrire à quel point il était débordé de réunions. Lors d'un autre appel, j'ai entendu son rire en arrière-plan. Il a essayé de couvrir le téléphone, mais c'était trop tard. Mon cœur ne s'est pas brisé cette fois. Il s'est endurci. S'il affichait sa présence si ouvertement, c'est qu'il me croyait vraiment aveugle, naïve, trop faible pour faire autre chose qu'attendre. L'ironie était presque comique. Il me pensait impuissante alors que je construisais déjà une nouvelle vie sans lui. Un soir, je suis retourné au bureau de l'avocate pour finaliser quelques documents. Entrer dans ce bureau, c'était comme entrer dans mon avenir. Je ne réagissais plus seulement à sa trahison. Je façonnais activement la suite. Papier du divorce signé. Questions financières en cours. Chaque signature était comme une déclaration. Je ne suis pas invisible. J'ai aussi renoué avec ma sœur, que je n'avais pas vue depuis des années parce qu'il se plaignait toujours qu'elle parlait trop. Nous nous sommes assises sur sa terrasse, buvant du thé glacé, et pendant des heures, j'ai déversé tout ce que j'avais gardé en moi. Elle a écouté. Elle m'a serré dans ses bras, puis a ri doucement. « Tu as plus de combativité en toi qu'il ne t'en a jamais accordé », a-t-elle dit. C'est devenu un thème, en fait. Redécouvrir cette combativité, cette étincelle, la femme que j'étais avant de me plier à la forme qu'il désirait. J'ai réalisé combien de rêves j'avais discrètement mis de côté, de livres que je voulais lire, d'endroits proches que je n'avais jamais explorés, d'amitiés que j'avais laissées s'éteindre. Pendant qu'il posait devant des fontaines avec sa secrétaire, j'apprenais à me tenir à nouveau devant les miroirs, à me regarder non pas avec critique, mais avec compassion. Les rides, les cheveux argentés, tout ça, je les avais mérités. Il racontait une histoire de survie, d'années vécues, de force. Je n'étais trop vieille pour rien. Au contraire, j'avais enfin le bon âge pour cesser de me soucier de ses jugements et commencer à vivre selon mes propres termes. Les jours passaient vite, et avec chacun d'eux, je me sentais plus légère. La trahison brûlait toujours, oui, mais elle m'avait aussi offert un cadeau étrange, de l'espace. De l'espace pour me souvenir de qui j'étais, de l'espace pour respirer, de l'espace pour imaginer. Je pensais souvent à son retour. Je l'imaginais entrant dans la maison, suffisant après sa petite aventure, s'attendant à ce que je l'attende les bras ouverts. L'idée me faisait sourire, non pas parce que j'aspirais à la confrontation, mais parce que je savais que la surprise qui l'attendait serait plus douce que n'importe quel vin italien. Et donc, pendant qu'il voyageait en Italie avec une autre femme, je voyageais pour revenir à moi-même. Mon périple était plus silencieux, mais bien plus significatif. Car l'Italie sans moi n'était pas la tragédie qu'il imaginait. L'Italie sans moi
était le commencement de ma liberté. Le jour de son retour ressemblait à l'acte final d'une longue pièce de théâtre. J'avais répété la scène dans ma tête si souvent que lorsqu'elle est finalement arrivée, je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. J'ai entendu le taxi s'arrêter dehors, le crissement des pneus sur le gravier. Mon cœur ne s'est pas emballé comme autrefois lorsqu'il rentrait de voyage d'affaires. Pas de frémissement d'excitation, pas d'attente impatiente, juste une certitude calme, comme un orage qui éclate enfin. La porte d'entrée s'est ouverte, et il est entré, valise à la main, bronzé par le soleil méditerranéen, avec une vague odeur d'une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Il avait cette démarche assurée, le regard d'un homme qui pensait revenir à une vie bien rangée qui l'attendait, préservée telle qu'il l'avait laissée. « Eh bien, » dit-il en posant ses bagages dans le couloir, « on n'est jamais aussi bien que chez soi. » Je l'ai étudié en silence. Le sourire sur son visage, l'arrogance dans sa voix, c'était presque risible. Il pensait avoir réussi le mensonge parfait, l'évasion parfaite, mais son regard a vacillé lorsqu'il a jeté un œil par la fenêtre et a remarqué l'allée. « Vide, où est la voiture ?» a-t-il demandé. La voix sèche. « Vendue, dis-je, calme comme la pierre. » Il a cligné des yeux. « Tu as fait quoi ?»« Je l'ai vendue, » ai-je répété, en croisant les mains sur la table. Elle n'est plus là. Son visage s'est empourpré. Cette voiture valait. Elle valait exactement ce que j'en ai obtenu, l'interrompis-je. La voix ferme. Et cet argent est à moi maintenant. Tout comme les comptes, tout comme mon temps, mon énergie, mon avenir. Il s'est figé, stupéfait. Il a fallu un moment pour que le poids de mes mots fasse effet, sa voix a baissé, devenant basse et menaçante. Les comptes ? Tous, dis-je. Chaque centime a été retiré, transféré. Tu n'achèteras plus de champagne à Rome avec cet argent. L'expression sur son visage était presque comique, un mélange de fureur et d'incrédulité. Pendant des années, il avait supposé que j'étais inoffensive, trop douce pour jamais lui tenir tête. Il avait construit toute sa vie sur cette hypothèse. En une seule phrase, je venais de la briser. Il a claqué sa valise et s'est redressé, essayant de reprendre le contrôle. « Tu ne peux pas faire ça. Je ne le permettrai pas. » C'est à ce moment-là que j'ai ri. Pas un rire cruel, mais un rire sincère, libérateur. « Tu ne le permettras pas ? Voilà tout le problème. Tu as passé des décennies à penser que j'avais besoin de ta permission, mais ce n'est plus le cas. Les papiers sont déposés. Les avocats s'en occupent. Tu n'as plus rien à permettre ou à interdire dans ma vie. » Il a reculé comme si les mots eux-mêmes avaient un poids. Pendant un long moment, il m'a juste regardé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Puis la rage est venue, espèce d'ingrate, d'aigrie. « Arrête !» dis-je fermement, en levant la main. Ma voix ne tremblait pas. Pendant des années, j'ai avalé tes insultes, tes remarques dédaigneuses, ton dénigrement sans fin. Je t'ai laissé me réduire jusqu'à ce que je ne me reconnaisse à peine. Mais c'est fini. Je ne suis pas trop vieille. Je ne suis pas trop faible. Je ne suis pas trop petite. J'en ai fini. Le silence est tombé. Pour la première fois de notre mariage, j'avais eu le dernier mot. Et il le savait. Il a essayé de rassembler un peu de défi, marmonnant à propos d'avocats, qu'il se battrait, que je le regretterais, mais il n'y avait plus de feu en lui. Son bluff avait été démasqué, et il n'avait plus de carte en main. Finalement, il a attrapé sa valise et s'est dirigé vers la porte d'un parageur. « Tu ne seras rien sans moi », a-t-il craché. Je me tenais droite, les mains immobiles le long du corps. « Au contraire, » dis-je doucement, « sans toi, je suis enfin quelque chose. » La porte a claqué derrière lui. Et d'un coup, le poids s'est envolé. Pour la première fois depuis des décennies, ma maison n'était plus remplie de sa présence, de ses critiques, de ses exigences. Elle était remplie de silence. Et ce silence était le mien. Je me suis rassise à la table de la cuisine, à l'endroit même où j'avais autrefois pleuré à cause de ces blagues cruelles sur mon âge. Maintenant, les larmes ne venaient pas, seulement la paix. Le règlement de compte était terminé. Il s'était attendu à une femme qui attendrait, qui pardonnerait, qui s'effondrerait. Au lieu de cela, il est rentré pour trouver une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Une femme qui s'était enfin souvenue de sa propre force. Et bien qu'il soit sorti de cette porte furieux, vaincu, perdu, je savais que j'avais gagné quelque chose de bien plus grand que de l'argent ou une vengeance. Je m'étais retrouvé, après qu'il a franchi cette porte, valise à la main, je m'attendais à moitié à ce que la vieille douleur revienne. La peur d'être seul, la morsure du rejet, les questions sans fin. Et maintenant,
Mais à la place, j'ai trouvé autre chose qui attendait dans le silence. Le soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, ma maison m'appartenait. Plus de palourds arpentant les couloirs, plus de soupirs agacés au dîner, plus de jugements planant dans l'air. Juste de l'espace. Un espace glorieux et ouvert. Je l'ai rempli avec les choses que j'avais autrefois mises de côté. La musique que j'aimais, les photos de famille qu'il n'avait jamais voulu exposer. Même l'odeur des bougies à la lavande qui, selon lui donnait mal à la tête. Chaque petit choix était un acte de réappropriation. Je ne me suis pas lancé tout de suite dans des aventures folles. Non. Ma renaissance a été plus douce, plus stable, comme un printemps qui se déploie après un hiver rigoureux. Je me réveillais chaque matin avec un but. Certains jours, je m'occupais de mon jardin, regardant mon basilic et mes tomates prospérer, comme s'ils savaient eux aussi que la maison était plus légère maintenant. D'autres jours, je peignais, non pas pour les louanges, non pas pour l'approbation de quiconque, mais parce que les couleurs me faisaient me sentir vivante. Un après-midi particulièrement ensoleillé, j'ai réservé un petit voyage pour moi seul. Pas en Italie, pas encore, mais dans une charmante chambre d'hôte à la montagne. La propriétaire m'a accueilli avec chaleur, et j'ai passé mes journées à parcourir les sentiers, à respirer l'air pur des sapins et à écrire dans un journal. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Chaque pas que je faisais me rappelait que le monde ne m'avait pas fermé ses portes, peu importe ce qu'il avait pu dire sur le fait d'être trop vieille. J'ai aussi commencé à renouer avec les gens que j'avais perdus en chemin. De vieux amis qui s'étaient lassés de son arrogance m'ont accueilli à bras ouverts. Nos déjeuners s'étiraient jusqu'à l'après-midi, à rire de souvenirs et à en créer de nouveaux. Ma sœur venait plus souvent, remplissant la maison de bavardages et de réconfort. Même les voisins semblaient remarquer le changement en moi. « Vous avez l'air différente », m'a dit l'un d'eux gentiment, « plus heureuse. » Et je l'étais. Non pas parce que la vengeance m'avait satisfaite, bien que j'admette que c'était bon de voir son arrogance s'effondrer. Mon bonheur venait de quelque chose de plus profond, de la prise de conscience que j'avais survécu. Plus que survécu, j'avais grandi. Bien sûr, il y avait des moments de solitude, des nuits où le son d'une autre voix dans la maison me manquait, des matins où j'aspirais à de la compagnie. Mais même ces moments étaient plus légers que le poids constant de vivre avec quelqu'un qui me faisait me sentir petite. La solitude, ai-je appris, n'est pas la même chose que le vide. Parfois, la solitude est la liberté. J'ai eu de ces nouvelles de temps en temps, des murmures par des connaissances communes, des bribes de ragots. Sa secrétaire n'est pas restée longtemps une fois qu'elle a réalisé que son charme n'était qu'un mince vernis pour le contrôle. Il a perdu plus que de l'argent dans le divorce. Il a perdu son image, son statut. Je n'ai pas jubilé en entendant ces choses. Je n'en avais pas besoin. La vie a une façon de rattraper les gens comme lui. Ce qui importait, ce n'était pas sa chute, mais mon ascension. J'avais retrouvé mon équilibre. J'avais prouvé à moi-même, et être à chaque femme qui écoute en ce moment qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir. Un soir, assise sur mon perron alors que le soleil déclinait, j'ai de nouveau pensé à l'Italie. Pas avec amertume, pas avec désir, mais avec un sourire tranquille. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'Italie pour prouver quoi que ce soit. Si un jour je veux y aller, j'irai. Mais même si je ne mettais jamais les pieds à Venise ou en Toscane, j'avais déjà trouvé quelque chose de plus important, moi-même. Et à vous qui écoutez en ce moment, où que vous soyez, peut être dans votre salon, peut être dans votre cuisine, peut être seul dans votre voiture, je veux dire ceci. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop vieille pour vivre, pour rêver, pour recommencer. L'âge n'est pas une cage. C'est une clé si vous choisissez de l'utiliser. J'avais passé trop d'années à laisser quelqu'un d'autre définir ma valeur. Mais quand il est parti, je me suis enfin souvenu de quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. Je n'étais jamais trop vieille. J'étais intemporelle. Alors me voici, vous racontant mon histoire. Non pas comme une victime, non pas comme une ex-femme amère, mais comme une femme qui renaît. Mon mari est parti en Italie avec sa secrétaire. Je suis resté à la maison. J'ai vendu sa voiture, vidé nos comptes et demandé le divorce. À son retour, il n'a rien trouvé qui l'attendait. Ni sa voiture, ni son argent, ni sa femme obéissante. Et bien qu'il ait pensé que l'Italie serait son triomphe, il s'est avéré que c'était le mien. Car l'Italie sans moi n'était qu'un voyage, mais ma vie sans lui était le commencement de ma liberté. Maintenant, avant de nous quitter, je vous le demande à nouveau, d'où nous écoutez-vous? J'aime imaginer que cette histoire voyage plus loin qu'il ne l'a jamais fait, qu'elle touche plus de gens que son charme n'a jamais pu le faire.
Et peu, être, juste peu, être, qu'elle inspire quelqu'un à réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même.